Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Entre-Écailles. Entre-Écailles, c'est l'émission où on discute avec un invité de marque pendant 1 heure sur des sujets qui vous intéressent. L'invité du jour, c'est pas n'importe qui. Aujourd'hui, on vous présente un vrai éleveur de dragons. Allez, bonne vidéo. Hello, bien le bonjour. Salut tout le monde, salut Martin, ça va ? Salut Mathieu, ça va et toi ? Ça va hyper bien, on se retrouve ce soir Entre-Écailles. Alors la thématique du jour c'est quoi ? La thématique du jour c'était le thème surprise. Martin il m'a dit surprends-moi, hein, tu m'as dit ça ? Je t'ai dit surprends-moi, je sais pas de quoi on va parler, je te fais confiance. Moi, je te sors un thème auquel tu t'attendais absolument pas, la nouvelle coupe de cheveux hyper sexy de Jason. Salut Jason. Alors moi je le trouve plutôt pas mal, il me plaît bien, il te plaît bien ? Ah, il donne est envie ? sexy là. Allez, on va parler d'un thème plus intéressant, on va parler de toi. Je veux qu'on parle de toi parce que pour moi, t'es un grand terrariophile en France qui a fait quand même des sacrées belles choses et qui a un sacré bon début de parcours, on va dire, parce que t'es encore jeune, mais on va y revenir. Avant toute chose, comment tu trouves le studio ? Bah, le studio, il est franchement sympa. Bon, vous voyez pas tous les invités qu'il y a derrière les caméras. Il faut pas avoir les invités. Qui vont être là pour nous faire rire, mais bon, non, le studio est vraiment sympa. Tous les gens, c'est pas la première fois que je viens chez toi, on peut le dire. Hein. Oui, tu m'avais déjà fait venir voir les backstage avant, que ça soit la pièce d'élevage qui est vraiment sympa, et le studio là où on est bien entouré, à moitié jungle avec la lumière, etc. Non, on s'envoie du lourd. Ouais, alors le problème c'est qu'on a trop de plantes qui meurent, tu vois. Et c'est parce que notre expert plante, Clément Pigot, qui est expert plante chez Reptilis à Bayeul, oui. c'est l'expert plante, je le répète une 3e fois. Il s'est pas bien occupé de mes plantes, alors du coup ça se passe pas très bien. Bon Martin, en fait t'es qui ? Qu'est-ce que tu fais là ? Pourquoi on parle de toi quand on parle dragon, dragonnier ? Allez, c'est parti. Tu veux mon parcours scolaire ou quoi ? Non, qui je suis ? Moi, je m'appelle Martin Dagoro. Je suis un éleveur amateur de reptiles, principalement de lézards maintenant. Moi, je suis un grand fan d'agam, iguanidés, théidés, varanidés, principalement du gros lézard, quoi. Pour parler un peu de moi, j'ai commencé la terrario il y a 8 ans maintenant. Ah ouais. Principalement. T'as quel âge aujourd'hui ? J'ai 22. Ah ouais, ça fait quand même jeune, hein. Ouais, j'ai commencé vers 13 ans de mémoire, entre 12-13 ans. Encore quelqu'un qui est plus jeune que moi, ça commence à me saouler. Mais... Donc j'ai commencé comme ça. Très vite, moi, j'ai eu la chance d'intégrer une association de reptiles qui s'appelle l'ATM, Association de terrariophiles du Maine. Donc moi, je suis originaire du Mans à la base. Donc j'ai rejoint une association où j'ai fait des rencontres qui m'ont beaucoup aidé dans mon début de passion. Ouais. Dont aujourd'hui mon mentor que je côtoie encore, qui s'appelle Cédric Dizet de Reptilian Monster, qui est aujourd'hui pour moi les éleveurs référents en lézards de grosse taille, crocodiliens, alligators, hélodermes, ces choses-là, des animaux rares, plus pour parcs zoologiques, quoi. Et eux m'ont appris énormément de choses. Donc quand je dis eux, c'est Cédric et Arnaud, mais principalement Cédric que j'ai pu se côtoyer, quoi. Tu sais qu'il y a un truc vraiment bien avec cette histoire de podcast, c'est que toi et moi on se connaît un petit peu, on s'est côtoyés à diverses reprises, et je sens qu'aujourd'hui je vais apprendre des trucs sur toi. Et ça c'est bien. D'accord. Parce que tu m'as jamais parlé comme ça. Non, c'est vrai. Là tu me fais des yeux, là je suis en train de vibrer là. Ouais, si tu le dis comme ça. Et regarde pas le mec qui est là-bas. Non, il me fait peur. Allez, vas-y, continue. Donc, t'as commencé ton parcours et tout. J'ai commencé par une association. De là, j'ai rencontré des bonnes rencontres de plein de monde, mais je pourrais pas tous les citer là. Mais et ton mentor, t'es encore en contact avec ? C'est qui le gars ? Toujours. Aujourd'hui, il s'appelle Cédric. Cédric, il a une association, en fait, un élevage qui s'appelle Reptilian Monster. Aujourd'hui, ils élèvent des espèces rares qu'on peut voir passer. C'est-à-dire que lui, il a tout ce qui est Cyclura. Il a eu Figinzi, là il a Cornuta, il a des alligators, aussi crocodile nain, il a des Ostéolamus par exemple. Ouais. Il reproduit énormément d'élodermes, donc le lézard perlé, donc un lézard venimeux. Ouais. Monstre Gila, tout ça. C'est ça, monstre Gila, il a presque toutes les espèces. Il reproduit également d'autres espèces qui sont... C'est un fou furieux le mec. Ouais, Brachylophus, donc Iguane des Fidji, Corussia zebrata. Il a reproduit plein de choses. Non, c'est toi du Varan, il a eu Macrae, Salvadori... Cumini. Ça me fait penser un peu à Olivier Antonini sur le délire des lézards. Bah, ils se connaissent bien parce qu'à l'époque, mon mentor était un grand éleveur d'Uromastix à la base. Défonce pas mon micro. Ouais, j'ai vu, je pète le matos moi. Ça y est, il arrive, il pète tout. Mais non, donc grand éleveur de lézards. Et en fait, lui, il m'a transmis cette passion du gros lézard, des grosses installations, ces choses-là. Et il m'a toujours boosté dans une éthique où c'est important de mettre de l'espace aux animaux, de vraiment
toujours avoir des animaux qu'on adore, je sais pas comment vraiment le dire, mais vraiment me spécialiser dans des espèces. Mais quand tu dis gros lézard, c'est quoi gros lézard? Gros lézard, pour moi, c'est lézard à partir au-delà de 80 cm, quoi. D'accord, du coup, un gonocéphalus, c'est un petit lézard. Ouais, c'est tout petit. C'est tout petit. Pour moi, ça avait déjà une taille cool, non, toi. 55, 60 cm. Non, bah oui, c'est un lézard, quoi, un petit lézard. D'accord. Okay. Donc voilà, il m'a transmis cette passion des grosses installations, des gros animaux. Parce que si tu veux, quand au début tu as 15-16 ans, que tu vas chez lui et t'occuper d'alligators, de choses comme ça, et que tu rentres chez toi, t'occupes tes géco-athlètes, au bout d'un moment, t'en as un peu marre, quoi. Alors après, pour être carré, crocodilien, c'est pas des lézards. Ah non, c'est pas des lézards, mais quand je te parle de ça, c'est ça peut être, quand je t'ai dit les alligators, c'est parce que c'est le plus marquant pour les gens de niveau taille, mais j'aurais pu dire un cyclura, mais je suis pas sûr que tout le monde sait ce que c'est un cyclura ou un... Ouais, alors pour les abonnés qui savent pas ce que c'est un cyclura, donne un nom vernaculaire, on sait jamais. C'est iguane rhinocéros. Ok, bah ceux qui connaissent l'iguane rhinocéros, un petit... mettez ça dans les commentaires. Sinon on met une photo là, comme ça. Une photo, on mettra. Jason y intégrera une photo. Jason, photo là, puis là. Le fumier. Le fumier. Derrière, il est en sueur derrière l'écran. Du coup, on faisait la référence à la. Moi, je faisais l'analogie avec Olivier Antonini. Oui. Est-ce qu'il y a lieu de la faire? Tu as côtoyé aussi Olivier? Ouais, aujourd'hui, j'ai eu la chance grâce à mon mentor, de côtoyer plein de gens, que ce soit des étrangers, que ce soit. Vraiment... C'est fort comme mot, hein. Ton mentor, t'as vraiment l'air de tenir au lien. Ah, mais aujourd'hui, moi, je pense que. C'est quelqu'un de très important pour moi, parce qu'on se côtoie régulièrement, c'est comme un deuxième père, et puis il est très proche de mon père aussi. Je suis vraiment tombé amoureux là, c'est pas possible. Et en fait, il m'a boosté dans la passion, donc ouais, non, aujourd'hui c'est quelqu'un de très important. Je pense pas que j'en serais à ce niveau-là, je pense, de compétences sans lui. Ouais. D'accord, ok. Et du coup, plus tard, tu convoites d'être aussi fort que lui? Non, pas aussi fort, parce c'est quelqu'un de très calé, mais j'essaierai de faire mieux, ouais. D'accord. Mieux. Alors, t'es resté auprès de ce gars-là combien de temps? Bah, je suis toujours près de lui, hein. On s'envoie des messages régulièrement. Parce que là, tu sais que je travaille pour une marque, et donc je lui envoie des produits régulièrement pour qu'il me donne son avis. Ouais, on peut la citer ou pas, la marque? Ouais, je travaille pour la marque Reptile System. Ouais, ok. Marque française, soutenons le savoir-faire français. Honnêtement, super marque, hein. Moi, j'ai équipé tous mes terrariums avec le matériel, en tout cas pour les lumières en Reptile System. Donc c'est une marque que je recommande. Oui. Je précise que il me verse rien, hein, pour ce que je dis là. Donne rien. Il n'y a pas de lien. Tiens, vas-y. Merci, le petit billet sous la table. Donc voilà. Voilà pour parler. Ouais, mon mentor qui était super important. Et de là, maintenant, j'ai mon propre élevage. J'ai toujours eu des reptiles. Au début, comme je te dis, j'ai commencé beaucoup par tout ce qui est diplodactylidés, donc Gecko de Nouvelle-Calédonie. Ça peut être Ciliatus, Chawa, Sarrazinorum, Auriculatus. Léacanus, j'en ai pas eu, mais j'en ai côtoyé. Ouais. Après, j'ai fait d'autres lézards un peu moins communs, tout ce qui est Leiocéphalus aussi, donc les iguanes hawaïens là. Après, j'ai eu Crotaphytus, que j'ai reproduit. J'ai presque tout reproduit de ce que j'ai eu. Et de là, après, j'ai passé un step. J'ai commencé sur du Varan avec de l'Acanthurus. Ça m'a plu, mais c'était pas ça que j'attendais. En général, tout le monde dans le Varan commence avec ça. Hein. Ouais, mais les gens qui commencent par du Varan continuent sur du Varan. Moi, j'ai eu l'Acanthurus, je me suis arrêté là. D'accord, ça n'a pas été ton truc. Non, je trouve ça intéressant. C'est surprenant parce que c'est quand même en général les varans dans leur ensemble, c'est un des trucs les plus appréciés, convoités, populaires, réseaux sociaux, tu vois. Ouais, mais moi je trouve que c'est surcoté pour certaines bêtes. C'est-à-dire le varan, c'est pas un truc que j'apprécie plus que ça, quoi. Oui, c'est intelligent, etc. Mais non, moi ça me plaît pas. D'accord. Ça me plaît pas. Il y a un truc qui me plaît pas. Moi je trouve ces animaux qui sont surcotés, ouais. Ouais, c'est surcoté sur les prix ou sur Non, c'est que les gens aujourd'hui c'est la tendance, la mode, etc. Mais moi je trouve ça joli, je trouve ça intéressant, mais je trouve qu'il y a des trucs qui sont mieux, quoi. Oui, après j'adore chez des gens qui ont pu faire beaucoup plus de travail intellectuel, mais moi c'est pas ce qui m'intéresse. D'accord, la relation en fait homme-lézard, c'est pas forcément le truc que tu cherches. C'est pas forcément le truc que je cherche. J'aime bien avoir des animaux qui n'ont pas peur de moi quand je dois faire des soins, des choses comme ça, ou quand je dois faire de l'observation. Ça, ok, je suis d'accord. Mais sur le Varan, moi je trouve que en dessous de 1m50, je trouve pas ça intéressant. C'est tout. Ah ouais. Ouais. Même Varan du complexe que tout le monde adore tellement. Bon, alors là, surtout pas le complexe, quoi. Moi, le complexe, je trouve ça beau, hein, mais c'est pas une espèce que j'aurais chez moi, quoi. D'accord. Au-delà d'un mètre 50, je trouve ça hyper intéressant parce qu'il y a vraiment. Ouais.
c'est vraiment majestueux, ça a vraiment quelque chose quoi, que je trouve pas chez les petits, que ce soit les petits Australiens. Alors ça peut être Gluerti, Pete Barendis, Tristis. Ouais. Non, ça j'ai testé, mais j'ai pas aimé. Ah d'accord, ok. En australien, en grand, il y a mon vin préféré, c'est Varanus Perenti. Ah, Perenti, ouais. Ça envoie du steak, ça. Ouais, ça envoie du steak. Moi, je préfère plus les Indonésiens, tu vois. D'accord, vas-y, cite un peu quelques bah, espèces. Ça peut être t'as sulfure, kumingi. Après, moi, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est complexe indicus. Donc, c'est un peu un complexe qui est entre les deux tailles. Ça fait entre 1 mètre et 1,70 m pour les plus gros. Et c'est semi-aquatique. Donc, tu as indicus, mélinus, mertensi, doréanus, Yuwonoi, qui est très très beau. Yuwonoi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un varan qui est exceptionnel, très très dur à reproduire en captivité, qui n'a jamais été reproduit en Europe de mémoire. D'accord. Donc là, c'est vraiment des varans que j'aime beaucoup, ceux-là qui sont un peu oubliés de la communauté. Bon, après, c'est soumis donc, à capacité, donc ça explique pourquoi. Mais par exemple, pour maintenant, la plupart des capacitaires ont des kumingi, des choses comme ça. Alors que ça, c'est des espèces de varans qu'on voit moins, qui sont très colorées, très intéressantes, qui sont pas trop grosses. Donc, comportemental cool aussi. Ouais, bah ça. Après, ça reste de l'indonésien, donc faut pas avoir peur de se faire mordre, quoi. Ouais. C'est ce que je dis souvent, quoi. Après, moi, faut y aller, quoi. Faut y aller. Voilà, faut y aller. Après, faut faire du travail positif avec. Par exemple, je sais que t'as Versu Laurine qui elle est super forte pour ça. Bien sûr, on lui fait un coucou. Moi, par rapport salut à ça. Laurine. Ouais, salut Laurine. Mais sinon, par rapport à ça, moi, je suis super nul, quoi. D'accord. Ah ouais, travailler avec des gros varans et tout, je suis pas fort du tout. Ça, je laisse ça aux gens plus expérimentés. C'est presque du dressage à la fin, comme avec des mammifères. On est vraiment. Ouais, mais il faut surtout du temps. Ouais. Et moi, j'ai pas de temps. J'ai pas de temps. Pour te dire tout, mes animaux, je fais le strict minimum. Ouais, tu m'avais parlé. On parlera tout à l'heure un peu de comment tu t'occupes de tes animaux. Donc après, pour revenir aux animaux... tu suis pas la vague de la mode des varans. Non. Tu suis quelle vague, toi? Moi, je suis pas de mode. Tu suis pas de mode? Moi, je suis mon intuition. Genre, je vois ça passer, je me dis, je veux ça. D'accord. C'est comme tes lunettes, tu t'es dit, je veux celle-là. C'est celle-là que ouais, je choisirais. moi, je suis l'intuition. Par exemple, tu vois, donc, après l'acanthurus, j'ai eu d'autres espèces où je me suis dit, bon, là, il faut que je monte en grade. Je montais en taille et je me cherchais un genre de lézard. Parce que je suis pas serpent, hein, pour ceux qui l'auraient pas compris. Je suis pas serpent. Il y a quelque chose qui me manque dans la maintenance. Je pense au niveau de l'interactivité, de l'observation. Même s'il y a des serpents qui sont très très intéressants, ça je dis pas le contraire. Ouais. Je pense par exemple au genre Drimarchon, donc serpent indigo, photo là pour Jason s'il a le temps, qui est des espèces qui Il a pas le temps. Il a pas le temps. Jason, fais gaffe. On va parler après ce podcast, tu vas voir. Jason sûr. Exactement. Donc non, par exemple, il y a des espèces de serpents qui sont hyper intelligentes et hyper intéressantes, mais je suis pas serpent. Bah écoute, moi c'est la même chose. Il y a des trucs que je vais bien aimer, mais dans l'ensemble de ce que c'est les serpents, ça m'apporte pas le même trip que les lézards en termes d'observation, même graphiquement en fait. Je vais te dire que ça joue. Après, je pense que je vais me faire engueuler en disant ça par certaines personnes en commentaire, mais c'est pas la même difficulté de maintenance non plus. Après, je dis pas, il y a des espèces de serpents qui sont durs à maintenir, mais quelqu'un qui est entre élever un serpent et élever un lézard, il n'y a pas la même difficulté. Par exemple, quand tu fais des animaux d'importation que des serpents d'importation, bon, après. Attention, je parle pas dans des espèces hyper complexes. Mais alors, si on prend tous ceux qui sont pas d'accord dans les commentaires, dites que vous n'êtes pas d'accord. Traitez Martin de tous les noms. Nous, ça nous offre de la visibilité. On compte sur vous. Venez rager dans les commentaires. Ils peuvent le dire, mais voilà, je dis pas. Il y a certaines espèces, oui, c'est hyper compliqué. Par exemple, tu as des espèces insectivores, des choses comme ça. Là, c'est hyper galère. Mais en règle générale, si tu mets pas d'UV, t'as pas trop de conséquences. Tu mets pas un éclairage performant, t'as pas trop de conséquences de mortalité, tu vois. Ouais. T'as pas cet aspect-là qui, par contre, chez le lézard, où tu mets pas d'UV sur certaines espèces, bah, t'es mort. Il claque. Tu mets très peu d'éclairage, tu claques. Si tu essayes de faire quelque chose de trop simplifié, trop sommaire, il claque. Tu oublies de changer la gamme pour certaines des espèces qui font leurs besoins dedans, tu le fais claquer, quoi. T'as là cette différence avec le snake, je trouve, où c'est pas MVH. Même en besoin d'espace, je trouve que les serpents ont, de manière générale, moins besoin d'espace. Ouais, mais ça, c'est parce que les gens le veulent. Ouais. Les gens le veulent. Quelqu'un qui veut faire un grand espace pour son serpent, il peut le faire et il le fera. C'est juste que les gens, aujourd'hui, s'inspirent énormément des réseaux sociaux et se disent « Ah bah lui, il fait comme ça, il met pas beaucoup d'espace. Moi, je vais pas mettre beaucoup d'espace. » Point barre.
Ça, c'est ta bière qui attire les bouchons. Il y a des mouches. Ah, je te jure, ça fait 12 000 podcasts que je tourne avec des mouches partout. Ça va devenir cinglé. Bah, tu mets un peu de vinaigre de cidre avec du... Donc on coupera le contenu qu'il a évoqué merde. dans mon café, qui est un super café, Loma Wild. Un très bon café. Merci pour le café. C'est pas un café. Mais donc voilà. Donc, mais sinon, pour revenir aux mots que j'ai eu. Donc après la Varan, j'ai passé un step. Là, j'ai trouvé un peu mon Graal en espèces, qui est pas non plus hyper rare, mais moi que j'aime bien. J'ai commencé par le Intella Gamma Lesuri, dragon d'eau australien. Ouais, là on commence déjà à avoir une bonne taille de lézard. Là, hein. Ouais, là j'ai bien kiffé. En plus, au tout début, je l'ai acheté, donc ça date à maintenant 6 ans cette histoire. Ouais, 5-6 ans cette histoire. On n'était pas nombreux à en avoir, j'avais galéré à en trouver. Ouais. Aujourd'hui, ça se retrouve relativement facilement. Oui. Donc, j'ai eu les Ueri, et après, de là, ça s'est enchaîné. J'ai acheté du Teju, donc du Blue Teju. Donc, c'est une localité, une morphe de Teju qui est pas très commune. À l'époque, ça valait super cher. J'avais payé ça à 1000 balles, je me rappelle. Ouais, parle un peu là, c'est intéressant cette histoire de morphe de Teju. Ouais, en fait, chez le Teju, c'est pas compliqué. T'as différentes espèces. Les plus communes, c'est t'as le Salvatore Merianae. Donc, qui est le Teju d'Argentine plus classique, le noir et blanc. Ouais, là c'est déjà du bon lézard, hein. Ça fait quoi 1m50 au max? Ouais, le max, ouais, tu peux avoir des gros spécimens qui font 1m50. Ouais. Et de là, après, t'as d'autres choses aussi. T'as le Rufescence qui est rouge, qui est le Teju rouge. Quoi. Ouais, il est plus petit celui-là. Plus petit, non, t'as des beaux mâles, hein, des fois. Ouais, ça dépend. Et donc, moi, pour revenir sur le Merianae, T'as trois formes qui existent. Les gens disent que non. Pourquoi ça rigole là-bas? Ils sont morts de rire, c'est parce que t'as dit que c'était un gros mâle qui avait une bonne taille. D'accord. Il suffit de ça. Il suffit de ça ici, à Loma Studio. Un peu venez pervers, chez Loma Studio, le niveau est très haut ici. Un peu désobsédé ici. Mais donc pour revenir sur le Teju, en fait, t'as 3 formes qui existent. Ouais. Les gens le savent pas souvent, et pour ça qu'il y a des animaux qui meurent pendant les hibernations, parce que les gens font pas forcément attention. Ouais. En fait, t'as 3 formes. T'as le Salvatore Merianae, donc le plus commun, le noir et blanc, qui vit vraiment principalement en Argentine. Ouais. T'as le Blue Teju, donc le Teju bleu, on appelle ça. Donc la différence, c'est qu'en fait, il est pas vraiment bleu, il est blanc nacré avec le black nose, donc le nez noir, avec sur les 2 côtés des pattes avant, t'as vraiment une grosse bande noire. Et les mâles adultes, des fois, ont des écailles bleues sur la tête. Ça, c'est un Teju qui est beaucoup plus petit, qui est beaucoup plus virulent en termes de caractère, hein, qui est plus nerveux, quoi. Et là, sa particularité, c'est que lui, il n'hiberne pas. C'est l'un des seuls Teju qui n'hiberne pas, parce qu'en fait, il vit... Alors, c'est bizarre de dire ça, mais il vit au nord de l'Amérique du Sud. Donc en fait, si tu veux, il va en Argentine et il migre au nord de l'Amérique du Sud. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il remonte vers la Guyane, le bassin guyanais. En fait, il fait plus chaud et là, il va pas hiberner, quoi. Donc en fait, c'est carrément une sous-espèce. Enfin, ils sont en communauté de Teju bleu ou c'est plutôt non, en fait, juste un gène qui apparaît. Non, on peut par exemple, tu peux acheter c'est déjà arrivé d'acheter des animaux. Par exemple, moi, mon spécimen que j'avais, son père était un import d'Argentine et c'était un bleu. Donc en fait, on sait qu'il migre, il bouge un peu partout en Argentine, quoi. Sur l'Amérique du Sud. D'accord. Et après, tu as l'autre qui est un peu plus rare, tu as le Chacoan, on appelle ça. Et en fait, le Chacoan, c'est un Teju, c'est un Merianae qui est un peu plus dans les tons gris, avec le ventre très très orangé, c'est très marqué. Et là, tu peux avoir des gros individus. Je pourrais pas te donner le poids exact parce qu'il y a très rarement des adultes, mais déjà la robe est plus couleur granit, tu sais vraiment. On va être plus gros que sur un Merianae. Ah ouais, largement. C'est des steaks. Hein. Ah ouais, moi pour en avoir vu, c'est des sacrés steaks et c'est super rare. Je sais que. J'ai jamais vu, jamais entendu non, parler. Non, c'est assez rare, mais les gens le savent pas en fait. Moi, je sais que tout le monde cherche des Teju bleus tout le temps, tu vois. Ah, le bleu, oui. C'est la mode. Le bleu, c'est la mode. Ça l'est devenu, parce que moi, au tout début, je l'ai acheté. En France, pas beaucoup de monde en avait, ça intéressait pas grand monde, mais c'est super beau. Et puis, comme je te dis, en fait, c'est beaucoup plus simple à reproduire, parce que tu n'as pas en fait à créer un cycle hiver. En fait un cycle de saisonnalité et d'hibernation choses comme ça, là t'as pas besoin. Les femelles ovulent naturellement, parce qu'il faut expliquer ça aussi, c'est-à-dire que classiquement il faut cycler les Teju pour qu'ils se reproduisent en captivité. Il faut faire une hibernation entre 13 et 15 degrés pendant plusieurs mois. Je crois qu'il faut le faire dès qu'ils sont petits. Non, non, c'est des conneries ça. Moi je suis pas. Ceux qui m'ont dit ça, ils vont pas être contents. Non, mais c'est pas vrai, parce que moi je connais des gens qui les ont reproduits, ils ont pas eu besoin de les faire tout petits, quoi. D'accord. Parce qu'au contraire, faire une hibernation tout petit, il faut savoir que l'hibernation, ça sert aussi de sélection naturelle en fait. Donc, tu veux dire qu'il y a un risque de les dégager? Oui, c'est sûr. Sur des juvéniles, oui, c'est sûr. Surtout si le problème des juvéniles, c'est que si on dit ça à des débutants,
On sait qu'ils peuvent faire ça un peu précipitamment dans le stress. Il suffit qu'ils soient mal vidés, donc en fait que vous n'ayez pas fait une bonne descente de photopériode. Donc en fait, souvent pour les hibernations, on fait 30 minutes par semaine de descente de 12 heures à 8 heures de photopériode, donc 8 heures d'éclairage. On arrête l'alimentation pendant un mois, sauf qu'il faut savoir que les téjus, c'est des morphales. Donc quand pendant un mois, vous arrêtez de les nourrir, qu'est-ce qui se passe ? Vos individus peuvent s'attaquer entre eux. Moi, j'ai déjà eu le cas, hein, ma femelle a abîmé mon mâle comme ça. Il y a plein de choses à prendre en compte. Et après, il y en a qui font hiberner dans l'enclos, il y en a qui font... Parce que moi, je préfère les élever en enclos, l'été juste, comme ça devient gros. Un terrarium, ça fait trop petit, quoi. Ouais, oui, carrément. Et puis, ou alors, faut un méga terrarium, quoi. Ouais, ou un méga terrarium. Mais bon, autant faire un enclos, quoi. C'est moins compliqué. Puis pour aller le chercher, c'est moins galère, quoi. Donc, voilà. Donc... Pour revenir aux animaux que j'ai eu, parce qu'on s'éloigne là. Téjus, j'ai eu. On va faire un podcast sur les téjus, je crois. Parce que... on pourrait faire un podcast sur les téjus, c'est super intéressant le téjus. Ouais, ok. Après, c'est noté. Voilà, j'ai quelques connaissances. Je suis pas non plus quelqu'un qui connaît à fond le téjus, mais je trouve ça intéressant. Il y a plein de choses à parler. C'est très gentil, comme vous pouvez le voir. Je me suis fait faire un bisou par un téju, tout va bien. Moi, j'en ai 3, j'ai pas eu de soucis. Ok, très bien. J'ai tous mes doigts, j'ai pas de problème. Du coup, tu es parti d'un petit varan à Canturus pour finir avec de l'Intelagama, avec du téju, Ouais, après, j'ai eu c'est les trucs, plus gros lézards qu'on puisse avoir sans certificat, ça avec l'iguane. Oui. Hein, l'iguane, c'est peut-être le plus grand de tous. Ouais, oui, c'est le plus grand de tous, je pense. Oui, ouais. oui, aujourd'hui, je pense que c'est le plus grand de tous. Et alors, certificat de capacité, là ? Ouf, je l'ai pas. Je le passerai. J'attends d'être propriétaire pour le passer. Ouais. Parce que quitte à faire la demande, autant bien faire la chose. J'ai pas envie de me retaper un déménagement, de devoir changer une AOE, etc. Parce que c'est quand même compliqué. Aujourd'hui, il faut faire ton CDC plus une AOE. Sauf que si je déménage, il faut remettre à jour. Ouais. Puis... Oui, c'est la galère. Moi, je préfère faire les choses bien. Là, je vais bientôt acheter ma maison, c'est prévu. On va faire une grosse pièce d'élevage. Je vais essayer de casser un peu les codes de ce qu'on voit en terrarium, parce que j'adore faire. J'adore faire des terrariums qui changent de l'ordinaire, faire des trucs de grosse taille, avec des bassins, des choses automatisées. J'adore faire ça. Donc là, j'ai déjà tout qui est préparé dans ma tête. Bah d'ailleurs, t'es connu pour quelque chose, quand même. T'es connu pour quelque chose. Martin le Dragonnier, t'es connu pour les hydrosaures, oui. Avec tes super installs. Alors, il faut en parler. Connu, je sais pas si je suis connu pour ça. Mais si, tout le monde te connaît. Après, je pense qu'il faut avoir un peu d'humilité. Je suis pas quelqu'un... Et après ce podcast, tu vas passer devant des milliards de Français. T'imagines ? Des milliards. Ça serait une belle pub. Tu seras encore même plus si connu. c'est pas quelque chose que je recherche, d'être aujourd'hui référent d'une espèce, loin de là. Mais oui, aujourd'hui, j'ai su faire de mes preuves dans les hydrosaures, où j'ai Microlophus amboinensis, Weberi, amboinensis, je t'ai déjà dit, Pustulatus. Ouais. Et donc j'en ai 4 sur 5. Alors hydrosaures, hein, c'est pour les gens qui savent pas forcément, c'est les plus grands agamidés qui existent. Ils sont incroyables avec une grande collerette. C'est ça, le nom scientifique c'est Selfing Water Dragon, donc pour les arvoiliers en fait, en français. C'est ça. Donc en fait tu as 5 espèces, et moi j'ai les 2 plus rares des 5, donc qui sont Microlophus, avec un couple adulte et un couple subadulte. Corne au bout du nez, et avec des palmes étranges au niveau des doigts. Aux pattes arrière, pas les pattes avant, que les pattes arrière. Sur les pattes ? Oui. Sur les palmes, ouais, mais c'est des palmes vraiment spéciales. Alors en fait, c'est une extension d'écaille sur le tour des doigts. Sur les tours des doigts. Bah, en fait, que sur la partie intérieure du doigt, pas la partie extérieure. Parce qu'en fait, c'est que sur les pattes que ça leur permet aux juvéniles de courir sur l'eau. C'est tout. D'accord. Et de pouvoir s'aider, parce que en fait, ça nage pas avec les pattes, ça nage avec la queue. Donc, en fait, les pattes arrière, ça leur sert surtout pour donner une première impulsion dans l'eau. Et c'est pour ça que c'est que sur les pattes arrière et sur l'arrière des doigts. J'apprends des trucs. Je n'ai pas le terme exact de comment s'appelle ce côté-là du doigt, mais c'est ce côté extérieur. C'est pas sur l'autre côté et pas sur les pattes avant. Ah, tu vois, je savais pas du tout. Non, j'apprends des et trucs pas de sur fou, tous. Pas sur tous. C'est principalement chez les grosses espèces. Donc Pustulatus, Microlophus, Celebensis, Amboinensis et Weberi. Weberi, ils l'ont quand même, mais Amboinensis, un peu moins. D'accord, ouais, voilà. Ok. Donc c'est tout. C'est laquelle t'as préférée dans tout ça? Préféré. Il faut faire un choix. Il faut faire un choix. En fait, c'est compliqué à dire parce que t'as... Là, il pense à toutes ses ex. C'est laquelle que je préfère? Choix compliqué. Clément Pigot. Non, j'aurais pas dit ça comme ça. Non, mon préféré des hydrosaures, c'est galère ta question. En fait, le truc, c'est que niveau coloris, t'as le Pustulatus qui est génial. Ouais. Donc, ça, et puis Amboinensis aussi. Ouais, mais c'est encore différent. Amboinensis, c'est joli, mais t'as un vrai dimorphisme entre le mâle et la femelle.
qui rend la femelle très jolie, mais le mâle, moi, je le trouve un peu moins joli. Alors que Pustulatus, mâle-femelle, t'as un dimorphisme, il est pas trop présent. Ouais, t'as quand même ce violet. Décris un peu les caractéristiques. En Boanensis, par exemple, en fait, les femelles ont une robe. Alors, en Boanensis, en général, c'est une robe de couleur verte, bleue, rouge, un peu de rouge, ça dépend des localités, et noir. Mais surtout du vert, principalement du vert. Et en fait, les femelles ont une robe qui est un peu uniforme avec quelques rayures de vert et de rouge et de noir. Alors que les mâles, eux, ont une moucheture, un peu léopard, si tu veux. Et c'est comme ça que, pour ça, des fois, je vois des gens qui disent « Ouais, j'arrive pas à le sexer et tout. » Bah non, en fait, t'as 2 bébés de 20 cm. Moi, je peux te dire mâle ou femelle juste avec la robe, en fait. C'est pas une localité, c'est pas une espèce différente. Non, c'est juste. Ça, c'est un mâle, ça, c'est une femelle. Okay. Et après, l'autre dimorphisme, c'est le voilier. La crête aussi également, donc tu as le voilier, la crête sur le corps, et des fois tu as la corne sur le nez, mais ça en Boanensis l'a pas, Weberine l'a pas, Pustulatus très rarement, c'est plus Celebensis et Microlophus qui l'ont. Ah ouais, d'accord. Les autres l'ont pas du tout, même pas un aperçu de quelque chose. T'en as quelques fois, mais c'est très rare. D'accord. C'est pas aussi représentatif que chez un Microlophus ou Celebensis. D'accord. Moi, Microlophus, j'avais vu aussi, ils ont un œil pinéal très marqué, qui est vraiment là. Oui, mais ça, c'est principalement présent chez tous les gros agames, en fait. Ouais. Souvent, les gens disent qu'ils en ont un plus grand, mais en fait, tu prends un pogona, tu le mets sur une taille d'1m20. Ça ferait la même chose. Bah, il va s'élargir, quoi. D'accord. C'est le même principe. C'est juste la taille de l'animal. C'est quand tu prends, on va dire, je vais peut-être dire une bêtise, mais tu prends un Crotaphytus, qui fait plus partie de la famille des iguanidés, mais en gros. Ouais, voilà, ok. contextualisé, tu prends un Cyclura, qui est un des plus grands iguanidés, bah c'est gigantesque, soit. Ou même un iguane, tu prends un iguane, l'œil pénial est vraiment énorme. D'accord, ok. Bah écoute, je te propose une petite page de pub là. On reprend dans 10 minutes tous les deux. Avec plaisir. Et bah, à tout à l'heure tout le monde. Allez. Pour cette première pub Loma Wild, on tient juste à vous mentionner la création de notre compte Tipeee. Il est destiné à ceux qui veulent nous filer un coup de main. L'aventure Loma Wild n'est pas sans frais. Ça fait 1 an qu'on donne notre maximum pour créer un contenu de qualité, avoir des choses intéressantes à montrer. Comment ça fonctionne? C'est super facile. Vous cliquez sur le lien Tipeee qu'on a mis en description, vous allez dessus, vous mettez un tip, vous pouvez déposer la somme d'argent que vous voulez, vous gagnez les récompenses qu'on vous a mis à disposition, et nous, ça nous file un gros coup de main. Sur ce, un grand merci, on compte sur vous. Tout le monde, Martin, ça va toujours? Ça va nickel. Toujours en pleine forme? Je me suis pas enfui, c'est que tout va bien, c'est bon. C'est parfait, c'est parfait. Alors écoute, on a parlé un peu des espèces que tu maintenais, de un peu ton parcours du début jusqu'au gros lézard, des petits au gros lézard. Moi, ce qui m'intéresserait, ce serait que tu expliques un peu à tout le monde, parce que tu es quand même balèze dans le domaine, comment toi, tu maintiens tes lézards, c'est quoi ta vision de maintenir des lézards, et qu'est-ce que tu as réussi, oh my god, à mettre en place pour maintenir tes gros lézards? Ce que j'ai réussi à faire. Ouais. Bah, déjà, je pense qu'on va plutôt parler de ma vision de comment j'élève mes animaux. C'est ça que tu... Commence par où tu veux. En fait, ma vision, comme j'ai expliqué, ça c'est mon mentor qui me l'a donné. Le but, c'est de faire... C'est incroyable comment il parle. Ouais. Non, ma vision, elle vient de mon mentor. Ouais, non, mais c'est vrai, il m'a tout appris. Donc, faut rendre à César qui vient César. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Je sais pas sûr. À peu près. Je connais pas les expressions françaises. Je voulais faire un mec stylé, mais je la connais pas. Oh merde. Jason est ça va être vu par combien de personnes, ça? Et Jason, t'arrêtes de rire. Des milliards de Français. Jason, t'arrêtes de rire parce que ça m'agace un peu. Je sais que tu m'entends dans ton casque là. Il est tout puissant derrière sa caméra. Donc, je disais, donc ça vient de mon mentor. Cette idéo-là, c'est de faire des grosses installations, mais l'autre intérêt de faire des grosses installations, c'est d'avoir des belles installations, tu vois. Et ouais. En fait, moi, je voulais pas avoir des installations, si tu veux, toutes blanches, aseptisées en mélaminé blanc ou toutes noires en PVC, des choses comme ça, tu vois. Ouais. Ça m'intéressait pas parce que je trouve que ça fait pas chaleureux, tu vois. Moi, tu parles des bacs d'élevage hôpital, oui, exactement. Comme du AirTech avec du sopalin, tu vois. Ouais, c'est ça. Non, même pas sans sopalin, mais je critique pas ce genre d'installation. C'est juste que moi, je trouve que ça me représentait pas. Je suis quelqu'un qui est très matérialiste, j'aime bien les belles choses et j'aime beaucoup bricoler aussi. Et je me suis dit, tiens, je vais faire des installations. Il me fallait faire des installations de grande taille. Mais faire de grande taille, souvent, ça coûte cher. Ouais, alors grande taille, c'est quoi? Ah, grande taille, c'est... Pour que les gens aient une oui, idée, pardon. Quand j'ai commencé la Terrario, pour moi, 90, c'était de la grande taille. Non, moi, grande taille, mes terrariums, en moyenne, c'est 3 mètres carrés de superficie au sol. Donc, ça fait 1,50 sur 1,50 sur 2 mètres de haut. Ouais. Pour mes installations
moyenne, quoi. Là, par exemple, mon parc ATJU, il fait 3,80 m par 2,70 m sur une transversale de 4,20 m, quoi. Ah ouais, là, c'est déjà de la grosse install. Ouais, c'est de la grosse install. Et mes futures installs, ça sera encore différent, quoi. Là, on sera plus sur du 2,5 par 2,5 ou 3 par 2 avec des installations extérieures. Non, là, ça va être sympa. Là, c'est encore, pour moi, c'est trop petit encore ce que je fais. D'accord. Ouais. Donc il y a encore matière à présenter des choses dans l'avenir avec toi, ça va chier, c'est ça? Je dirais pas ça parce que je suis quelqu'un je suis quelqu'un de humble, donc je te dirais que oui, j'ai envie de faire des belles choses, mais pour moi avant tout et surtout pour mes animaux. Ok. Donc, important pour moi, avoir des installations de grande taille pour mes animaux, ou du moins adaptées à leur physiologie, à leur méthode de déplacement, faire des choses esthétiques, donc, qui moi me ressemblent, où je trouve, quand je me mets dans ma pièce d'élevage, je suis content, quoi. Je me mets devant, je regarde, je suis posé, je suis satisfait. Et alors du coup, t'as pas mis un style bac hôpital en Aspen avec toi? Alors, t'as fait quoi? Ça, j'ai quand même des bacs hôpital, etc., mais c'est dans une pièce à part, que je monte pas parce que y a rien d'intéressant à montrer. Ouais. Un bac hôpital, ça reste un bac hôpital. Du lignocell en dessous ou du sopalin, tout le monde sait faire. Je vois pas l'intérêt de le montrer. Non, moi, qu'est-ce que je fais? Donc, c'est des installations principalement en bois, en lame de terrasse autoclave. Donc, en fait, c'est un bois type exotique, quoi, qui résiste beaucoup à l'humidité, qui résiste à la chaleur. L'intérêt de faire des terras comme ça, c'est que j'ai une aération totale du terrarium. Donc, j'ai presque pas de moisissure, j'ai pas de poussière. Et ça, c'est super important pour les animaux. Parce que ce que les gens oublient, c'est que la poussière, c'est l'ennemi numéro 1 pour n'importe quelle espèce d'animaux en captivité. Que ce Comment ça? La poussière, ça apporte plein de mauvaises choses. Ça peut apporter, par exemple, chez les oiseaux, on sait que ça apporte des parasites. Ça peut créer des problèmes respiratoires. Essayez, une fois, vous vous mettez dans votre terra, vous remettez votre lignocell ou votre copeau et vous essayez de vous respirer à plein nez, quoi. Parce que la poussière dans la nature, t'en as la blinde, quoi. Ouais, t'en as la blinde, mais on est dans un milieu ouvert. C'est-à-dire que ton terrarium, une fois que ton bête elle a retourné, ta poussière reste un petit moment dans ton terrain. C'est pas parce que t'as une aération batte, une aération hausse, que en 10 minutes t'as plus de poussière, hein, faut pas croire. Après, ça dépend des substrats, mais essayez une fois. Retournez votre terrain et sniffez à pleines dents, vous allez voir. Ça te bouche le nez, hein, moi je te le dis. Je l'ai fait une fois ou deux, depuis ce jour-là, j'ai dit plus jamais je refais des terras comme ça. D'accord. Je me suis dit, mais c'est la mort pour mes animaux, parce que moi je me dis, je fais ça, je suis allez, j'ai ma tête dans le terrain, quoi. Ouais, alors l'animal qui a le pif au sol, ça doit le shooter. Alors moi, shooter, mes terrariums, ils sont très tropical humides, avec un sol très humide. Ouais, mais t'as moins de poussière avec l'humidité. C'est ça, il n'y a pas de poussière spécialement. Mais tu prends des désertiques. Des champignons. Oui, ouais, mais ça après, c'est pas forcément mauvais. Non, t'en as plein dans la nature. Donc, des grands terrariums comme ça. Bon, je suis principalement du tropical humide, donc sur ça, j'ai pas trop de soucis. Moi, j'adore j'ai des animaux qui ont des besoins en eau qui sont importants, donc je mets des bassins avec filtration extérieure au terrarium sous UVC. Donc UVC, en fait, ça permet de brûler tous les éléments pathogènes en fait qui pourraient se retrouver dans l'eau. Ça peut être aussi bien des algues que des bactéries, que des micro-organismes que j'ai pas envie, quoi. Donc tu as des bassins d'eau en cycle fermé? Oui. Avec de l'eau qui se nettoie par un système que tu as mis en place. En fait, moi, quand je crée mes installations, je viens placer un bassin en préformé noir. Et en fait, je mets une filtration pour bassin et en cycle fermé. Et ce que je fais, c'est que en fait, j'achète toujours des pompes à bassin où j'ai 3 modes. En fait, j'ai le mode cyclage classique, le mode nettoyage et j'ai un mode vidange où en fait, je branche un tuyau sur une deuxième sortie, je tourne la vanne et je peux vider mon bassin dehors sans prendre un seau, le vide à la main, quoi, et foutre de l'eau partout. Ouais. Et je fais ça tous les 3 mois. Comme ça, tous les 3 mois, je purge l'eau complètement et je remets de l'eau neuve. Ok, donc elle est quand même en cycle fermé pendant 3 mois. Oui, elle est en cycle fermé pendant 3 mois. Mais l'eau, D'accord. elle est, tu peux tester. Oui, tu auras forcément, pour les gens qui veulent savoir, tu auras forcément un peu de nitrate, des choses comme ça. Mais par contre, l'eau est cristalline. J'ai pas de soucis, jamais de soucis de mycose sur mes animaux. Que ça soit jamais de soucis d'œil qui colle ou de choses comme ça. L'eau reste propre visuellement. Quand tu fais des tests d'eau, l'eau reste correcte. C'est toujours mieux qu'une eau qui est riche en chlore ou en sodium, quoi. Ouais, qui sont les trucs de là, base ça te pour brûle. désinfecter, quoi. Ça te brûle. Alors que là, j'ai pas de souci de ça. Mes animaux vont bien. En fait, moi, mon paramètre, c'est mes animaux. Ouais. Je mets une ampoule. Si l'animal va mieux, je mets les ampoules pour tout le monde. D'accord. Ouais. Si je mets 5, ça me va pas, j'enlève tout. C'est en amélioration continue, en fait. Ah, exactement. En fait, moi, je suis pas fermé ni idéo. Même si je travaille pour une marque, tu vois, ça m'est déjà arrivé de tester des produits. Ça m'arrive encore de tester des produits pour Zomed, Arcadia, Solaraptor,
Voilà. Par contre, avant d'installer les produits sur mes animaux, ils passent par une batterie de test, quoi. D'accord. Parce Ok. que moi, je veux pas de produits qui balancent des UVI, donc UVA, UVB trop importants. UVC hors de question. Là, Ouais. l'ampoule, ça dégage. Comme je travaille pour une marque, je peux pas parler de marques qui font des produits de mauvaise qualité parce que bah, voilà, je veux pas m'attirer les foudres et puis avoir des problèmes dans ma vie professionnelle. Ouais. Mais ouais, il y a des marques, non, le produit, jamais de la vie, j'utiliserai, quoi. Ouais, je vois. Une marque. Ouais. Bah, On des va- marques. on va pas Non, la il n'y a citer, pas une hein. marque, il y a des marques, c'est tout. Il y a Clean Niveau, c'est tout. Malheureusement, les gens, tant qu'ils ne feront pas les tests, ne le sauront pas. Donc, batterie de test. Après, par contre, moi, je suis pas un grand fou furieux thermomètre. Tout ça, je suis pas un grand fou furieux, quoi. En captation. Je l'utilise presque très rarement, quoi. En fait, moi, comme j'expliquais, en fait, il y a un problème aujourd'hui qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des gens qui arrivent à acheter des solar meters, donc des tests UV, qui arrivent à acheter des thermomètres hyper performants, laser, etc. Mais en fait, ils rentrent dans une psychose où ils testent en permanence. Et en fait, ces gens-là sont dépendants des tests pour comprendre leurs animaux, tu vois. Ça, c'est un problème aussi. J'appelle ça les terrariophiles 2.0. C'est extrêmement intéressant Ouais. ce que tu es en train de dire. Ça- Parce que du coup, ils se basent plus sur l'observation de Oui. l'animal, mais sur des facteurs Oui. captés. C'est ça. En fait, moi, j'appelle ça les terrariophiles 2.0, où en fait, ils se basent uniquement sur des outils en fait qu'on leur propose, qu'on met à leur disposition, et plus sur le comportement de l'animal. Et en fait, des fois, je me retrouve contre des gens qui ont des problèmes, qui viennent me voir, ouais, je comprends pas, il a ça, mais mes températures sont bonnes. Je dis non, mais ça vient pas de tes températures, ça vient pas de ça, c'est complètement autre chose. Et en fait, ces gens-là sont perdus. Parce qu'en fait, ils n'analysent plus leurs animaux, ils analysent que leur thermomètre, leur sonde, tout ce que tu veux, quoi. Du coup, tu disais que tu n'avais pas beaucoup de temps, mais tu dois passer quand même beaucoup du temps à Ouais, non. observer tes animaux pour Ah oui, comprendre. oui, observer, oui. Je passe du temps à observer mes animaux. Ouais. Mais ils me prennent pas de temps sinon. Non, observer, oui, ça me prend du. Mais c'est même pas une contrainte de temps les observer pour moi. Tu vois, je passe par exemple le week-end quand je suis chez moi, parce que je suis en déplacement, donc je les vois pas trop la semaine, mais j'arrive le week-end, tu peux être sûr que je passe devant un terrain. Putain, il y a un truc qui va pas là. Lui, il y a un truc qui va pas. Et donc, tout de suite, je vais le voir. Tout de suite, et dans la pièce, par exemple, je vais pas y passer genre 2 heures assis à regarder tout le monde. Non, je vais y aller peut-être 6 fois dans la Mais journée. ça, c'est essentiel dans la terrario. C'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut inciter les gens à faire. On vous encourage tous à passer du temps à bien regarder vos animaux, observez-les, comprenez comment ils se comportent, quand ils vont bien, quand ils vont pas bien. C'est cette façon d'agir qui fait que nous, en tant que terrariophile, on est légitime. Plus que certains animalistes, à parler de ce que c'est les animaux, quand est-ce qu'ils vont bien, de les comprendre vraiment. Bah sinon, moi j'ai envie de dire, en achetez pas. Si c'est pas pour les observer, pourquoi acheter des animaux ? Vous allez faire quoi avec ? En fait, Ouais. tu veux, à part, oui, si t'as certains types de thériophiles qui sont plus dans la collection, ça je veux bien comprendre, mais je sais pas, observez-les. En fait, c'est la clé pour moi, je pense, pas forcément pour la reproduction ou quoi que ce soit, mais juste pour l'épanouissement déjà personnel, en disant voilà, cet animal-là, j'arrive à le tenir, j'arrive à le maintenir, j'arrive à observer des choses qui ont des comportements super intéressants, que ce soit les comportements intra ou interspécifiques, où ils communiquent entre eux, etc. Ouais, ça, vraiment, c'est impressionnant. hyper intéressant. Pour la personne qui a jamais fait ça, c'est hyper intéressant. Il faut même oser des choses, rajouter un élément de décor ou rajouter une texture différente dans le terrarium. Ça peut être de la mousse, ça peut être des choses comme ça. Et les animaux, on voit, ils analysent tout de suite. Pour les fans advarants, c'est encore plus flagrant, quoi. C'est ça qui est, moi, je trouve hyper intéressant. Donc pour moi, moi, je me base pas sur les UV mètres. Je ne me base pas sur les thermomètres. Une fois que le produit, pour moi, correspond aux besoins de mes animaux, je l'installe. Et après, l'animal, selon son comportement, je vais dire ah tiens, ça c'est intéressant, ça ne l'est pas. Et ça m'aide pour 2 points. Déjà dans l'élevage de mes animaux et pour mon travail, comme je développe des produits. Aussi pour Reptile System, en plus de les vendre, j'aide aussi au développement. Bah, ça me permet de dire tiens, à mon collègue, tiens, j'ai remarqué ça sur mes animaux. Tiens, on vend à la base ce spot LED que pour les plantes. Bah non, moi je trouve que pour les lézards, il y a un vrai intérêt, quoi. Ils prennent des bains de lumière, etc. Et en fait, Changement de comportement. c'est ça, en te renseignant après, tu arrives à à lire des tests qui disent ah bah ouais, tous les Lepidosauras, on sait qu'ils sont super sensibles aux 6500 Kelvin. Donc tiens, bah hop, tu retransmets ça avec des relevés qui ont été faits en nature avec le par, le lumen, le Kelvin, les UV, etc. Tu fais des amalgames, tu tisses un peu sur ton mur ta ficelle rouge, clac clac, tu pointes et tu dis putain, en fait ça marche. Et moi, ça que je trouve hyper intéressant, c'est qu'en fait, aujourd'hui, je pense que c'est intéressant d'avoir des terrariophiles qui ne se fichent pas à une technologie. Aujourd'hui, on fait évoluer les technologies tellement rapidement qu'on peut toujours proposer mieux à nos animaux. Donc, toujours être ouvert d'esprit, s'intéresser à d'autres secteurs d'activité aussi. Alors après, il y a quand même des industries qui se font aujourd'hui dans l'élevage d'insectes, oui. Des usines et tout, qui développent vraiment en R&D des choses très intéressantes.
Je sais pas si ça peut te donner une piste d'inspiration, mais Si, en tout cas, on travaille déjà dessus. c'est assez fou. Hein, on ce fait qu'ils déjà arrivent à En développer. fait, nous, on fait beaucoup de veille concurrentielle ou de choses qui se réalisent. Je repars sur tes bassins, là. Il y a un truc qu'il faut quand même mentionner, parce que pourquoi tu dis pardon? Parce qu'on on s'éloigne, on part du sujet. Mais non, t'inquiète pas. Du coup, tes bassins, il y a quand même quelque chose qui a marqué un peu les communautés sur les réseaux sociaux. Oh. On t'a retrouvé dans ton bassin avec tes lézards en train de taper un bain. Ouais, parce que quand il dit marrant. qu'il a des bassins, faut pas imaginer la bassine type boîte action, hein, les gens. C'est des vrais bassins assez grands pour stocker un humain. Entre 250, entre 250 et 500 litres, pour le plus gros, 550 litres exactement. Ouais, il y a eu. C'est du vrai bassin, quoi. On est vraiment sur du bassin. C'est des bassins. J'appelle ça un bassin. C'est un bassin pour poissons à la base, tu vois. Alors, que t'achètes au rayon, t'achètes chez Truffaut. Moi, quand je mets ma boîte action dans mon terrarium de Gono, là, moi j'appelle ça un bassin. Alors moi, si je peux donner un conseil, au lieu d'acheter une boîte action, achète une gâche à béton chez Leroy Merlin, ça te coûtera moins cher. C'est un plastique qui est beaucoup plus rigide et en plus de ça, c'est une texture qui est faite que les algues tiennent moins que sur en fait ta boîte à action où tu vas la passer à l'éponge, elle va être rayée, tu auras plein d'algues. D'accord. Et moi, après, moi, c'est pas le même système. Tu vois, je la change tous les 2 jours et tout. Oui, mais à force de changer, tu la frottes. Au bout d'un moment, tu auras des algues qui vont apparaître. Parce qu'elle devient poreuse un peu. Exactement. Ouais. Et une gâche à béton, ça te coûte 5 balles. Et c'est un plastique hyper rigide. C'est fait à la base pour mettre du béton, donc ça résiste à l'eau. Bah, écoute, c'est noté. Ça te coûtera 5 balles et vous allez voir, ça sera C'était la plus leçon simple. de Martin. Ouais. Qu'une boîte à action, au bout d'un moment, ça casse. Le plastique, trop... Bon, ça casse, tu rachètes, hein. Ouais, non. Une gâche à béton, c'est bien. Ok. Donc ça, ouais, il y a eu une polémique. C'était pas grand-chose, mais ouais, ça m'a fait marrer parce que... Il y a eu une polémique. En fait, pour contextualiser les gens qui savent pas, j'ai fait une photo sur mon post Instagram. Jason, tu me fais une pub ou pas? Tu peux me mettre un truc là? Vas-y. Allez, on met ton Juste Instagram. là. En fait, j'ai fait une photo où... alors, je ne suis pas nu sur la photo par rapport à ce qu'on peut croire. J'ai bien mis un maillot de bain pour être un peu hygiénique. Il a pas fait pipi. En fait, je venais de finir l'installation de de mes dragons d'Australiens. Et j'étais super content parce que je leur avais fait un beau terrain. Ils ont toujours le beau terrain. Je croyais que c'était les hydrosaures, tu vois. Non, c'était Dragon d'Australien. Le terrain, et c'est un super terrain. J'étais super content avec un gros bassin de 550 litres et quelques 600 de mémoire. Et en fait, on était avec ma copine et tout. On venait de les ramener de mon ancienne pièce d'élevage. Et elle me dit, ouais, t'es pas cap. C'était la journée du lézard ou je sais plus quoi. T'es pas cap, tu fais une photo avec eux. Bon, je dis, ouais, une photo, ça va, ça me fait. Mais je dis, moi, j'aimerais bien me baigner avec eux, tu vois. Je me rentre dans le bassin. Elle me les passe et je les prends avec moi et puis je fais une petite photo, tu vois. Et puis après, je sors du bassin. En 5 minutes, j'ai pas le temps de polluer le bassin, quoi. Puis surtout qu'après, il y a une filtration UVC, etc. Et cette photo a été un peu reprise par des gens en me disant, ouais, c'est comme ça qu'on donne à manger aux animalistes, c'est comme ça qu'après, on se trouve avec des problèmes. Et en fait, moi, ce qui me fait marrer, c'est que ces gens-là, ils se sont permis de me critiquer. Alors, je suis ouvert à la critique, mais. Donc, faut savoir que l'installation. C'est le disclaimer de la vidéo. Hein. Ouais, en fait, faut savoir que l'installation l'eau était neuve, donc c'était de l'eau propre, sous filtration UVC. Les animaux étaient en bonne santé, aucun souci, etc. Les animaux sont venus d'eux-mêmes sur moi, parce que c'est des arcs, j'appelle ça les pigeons, les dragons australiens, parce que c'est hyper interactif, quoi. Et ça vient, c'est hyper attentif. Quel rapport avec les pigeons? Bah, le pigeon, tu te balades dans Paris, le truc qui s'approche de toi, c'est qu'il croit que t'as à bouffer. Bah, le dragon d'Australien, c'est exactement pareil. Tu vas à Sydney, tu viens avec une frite, le truc qui vient direct dans le parc. Ouais. Ah ouais, c'est la même chose, mais incroyable. Sauf que ça a des écailles. Et en fait, si tu veux, ces gens-là qui se sont permis de me critiquer, ce qui me fait marrer, c'est que donc moi, je me suis baigné dans l'installation avec mes animaux, sous une filtration UVC. Mes animaux ne sont pas en contact avec mon milieu de vie, d'accord? C'est dans une pièce à part, avec un système d'aération VMC à part, un point d'eau à part. Donc vraiment en dehors de mon milieu de vie, tu vois. Ces gens-là qui m'ont critiqué élèvent en semi-liberté des iguanes dans leur maison, donc dans leur milieu de vie avec eux, donc transportent salmonelle, proches de leurs animaux de compagnie, autres comme chien-chat. Donc c'est-à-dire que le truc, il peut monter sur le canapé, il peut faire ce qu'il veut. Et en fait, c'est moi qui ai un manque d'hygiène, donc je comprends pas trop quand tu te permets de critiquer quelqu'un qui a un point d'eau à part de sa cuisine. Les animaux sont pas en contact permanent avec mon coussin, mon oreiller, etc., qui sont le textile qui est la plus grosse vecteur de saloperie, quoi. Acarien et tout ça. Voilà, quoi. Ouais. Système d'aération à part, l'eau qui est filtrée en permanence, et on permet de me critiquer. Donc les personnes qui me critiquent, quand vous élevez des iguanes en semi-liberté dans votre maison, hein, d'accord, et que ça laisse visiblement, tu vois aucune trace, mais tu as des phéromones qui peuvent être dégagés, des risques de salmonelle, etc., parlez pas d'hygiène, quoi. Non mais c'était le gros moment. Au bout d'un moment, Fuck you mais au bout d'un moment, faut savoir en fait, faut une logique.
Et je pense qu'il y a des gens sur les réseaux sociaux qui ne l'ont pas. Et c'est tout, quoi. Après, je vais te dire, moi, de mon point de vue, je pense juste qu'il faut arrêter c'est terrible parce que la terrariophilie, c'est un milieu incroyable, c'est magnifique, mais il y a beaucoup de gens qui se crachent dessus dans ce milieu parce que tout le monde pense savoir la façon de faire, la vérité, le machin. Moi, je pense qu'il faut rester assez ouvert sur le fait que quand il y a des gens qui font des choses et que ça fonctionne, c'est pas parce que nous on ferait pas ça qu'on peut pas considérer que c'est une façon de faire. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut un peu ouvrir vos esprits. Les terrariophiles en France, c'est vraiment important. Vraiment, parce que dans les autres pays où la terrariophilie est bien plus développée, hein, je pense aux États-Unis et tout, les gens sont beaucoup moins cons, entre guillemets, beaucoup moins chiants, je trouve. Donc Oui, c'est pour aussi. ça que rager sur les photos un peu cool. Non, bah après, moi, ça va pas m'empêcher de mal bien dormir sûr. le soir, quoi. Ok. Et alors du coup, c'est quoi tes projets là la suite de Martin le Dragonnier est-ce que tu vas devenir youtubeur ? Est-ce que tu vas créer Déjà, le but, c'est d'avoir tous les dinosaures. Martin Wild, je sais pas. Non. Le but, c'est de finir les hydrosaures. Là, il me manque une espèce, donc ça, c'est le prochain goal. Ouais. Pas la trouver, parce que j'ai déjà mes contacts, mais l'accueillir, quoi. L'acquérir. Comme ça, je serai content, je les aurai tous. Ouais. Et ça me permettra de faire un peu faire des recherches sur les différences de comportement. Tu vas écrire des livres. Je sais pas si j'écrirai un livre, mais c'est juste pour moi perso. T'as quand même beaucoup d'expérience aujourd'hui, beaucoup d'observations. Enfin, on va pas se mentir, pour l'âge que Ouais. t'as, c'est assez fou déjà ce que t'as fait en terrariophilie. Il faudrait quand même, je pense, passer un moment pour transcrire ton savoir et toutes tes observations et toutes tes façons de faire un petit livre. Quand j'aurai 35 ans. Un livre, c'est une façon de faire, c'est un exemple. Mais après, c'est pour ça que je t'invite aussi, hein, c'est pour un peu partager Oui, non, c'est tes sûr. connaissances. Non, tu mais vois. aujourd'hui, j'ai pas la. Pour moi, j'ai encore cette humilité qui me dit que non, c'est pas le moment d'écrire un livre. Ou en Ouais. fait, j'ai pas envie tout de suite, tu vois. J'ai encore plein de choses à découvrir, à apprendre. Et de là, je me dirais, ok, magnifique, ça. c'est le bon moment. Magnifique, ça. C'est le bon moment pour écrire un livre. Et encore. Et sans déconner, les gens, hein, ce que je vous dis, c'est vrai. Moi, quand j'ai des galères avec les lézards, il fait partie des gens que je contacte. Hein. Genre, ouais, qu'est-ce que tu penses ? Mon lézard, il va pas bien, machin. Et Ouais. c'est comme ça. Non, D'ailleurs, mais on parle de mes lézards parce qu'il faut quand même qu'on parle un petit peu de moi, hein, pour mon ego surdimensionné. Attention, tout le monde sait que j'adore les gonocéphalus, hein, donc les dragons des forêts. Martin, grande question du jour. Qu'est-ce que tu penses des gonocéphalus ? c'est un style qui est hyper intéressant. Je parle. Putain, j'ai vraiment Non. pensé que tu allais dire C'est- ouais, bof. Donc, je suis assez content. Non, c'est un lézard qui est très très joli. Ouais. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a du challenge avec cette espèce-là. Je pense que j'aurais connu ça bien avant les Gecko-Acrètes et tout à l'époque. Je pense que j'aurais accroché au truc, Ouais. à ce genre-là. Parce C'est que vrai que c'est la galère, hein, je te le cache pas. c'est compliqué. Aujourd'hui, tu as des animaux, tu es obligé de passer par des animaux d'import. Donc, il y a du challenge parce que le truc, c'est que très peu de gens les reproduisent. Il y a peu de NC. Donc, il y a un challenge à se dire moi, je vais me salir les mains à la place des autres pour rendre l'espèce plus commune, etc. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, c'est des animaux qui sont super jolis. Tu as une grande variété d'espèces, de dimorphisme, de comportements. Ça reste de la gamme. Donc, la gamme Ouais. tropicale, moi, j'adore les agames. Arboricole. C'est ça. Ouais. Et là, par contre, on parlait des comportements tout à l'heure, des réactions et tout. Ce qui est fou chez les gonos, je trouve, c'est les changements de couleur quasi instantanés, vraiment Oui. extrêmement rapides, tu vois, qui vont démontrer. Et justement, quand on teste des produits, et moi, je l'ai vu avec les Proten Reptile Oui. System, hein, j'ai vu un changement de comportement. Et même chez les gonos, tu le vois à travers leur façon de déployer des couleurs. Bah. Ils vont pas avoir la même façon de déployer leurs couleurs, c'est-à-dire que quand ils ont une lumière de merde ou qu'ils en ont pas assez, et vraiment là pour le coup j'ai fait l'expérience, ils vont pas développer les mêmes couleurs. En fait, souvent, le problème, c'est pas les lumières de merde, tu vois, pour revenir dans ce système-là. Ou pas assez présentes. Non, ou c'est pas ça, en je parle fait, pas de marque. hein. alors non, en fait, c'est souvent moi. Alors, excuse-moi de te contredire sur ce système-là, mais en fait, souvent Contredis-moi. le problème, c'est que les gens se disent ouais, je vais pas acheter une LED Reptile System parce que dans mon cas, comme je suis en Reptile System, acheter une LED Reptile System, genre une Proten ou un spot parce que je vais chez le roi Merlin, j'ai mon spot LED de bricolage à 15 balles et ça marche bien. Ils vont avoir la même température de lumière, ça c'est sûr, 6500 Kelvin, le best pour les lézards. C'est là que tu viens booster la vision, pas de souci. Sauf que le problème, c'est que les gens, vous vous rendez pas compte, c'est que nous, le spot LED ou la Proten, on l'a pas fait en mode tiens, c'est un business, on va se faire des couilles en or, etc. Non, en fait, il y a une vraie recherche derrière. Ou en fait, le problème des gens, souvent, c'est qu'ils utilisent des éclairages qui tabassent.
Genre, ils vont te mettre une barre LED ou un panneau LED qui tabasse. Sauf que vous vous rendez pas compte, c'est que vos animaux, ils sont en permanence en dessous. Et imaginez-vous, dans la nature, il n'y a pas quelque chose qui vous tabasse tout le temps hyper lumineux, tu vois. Donc déjà, il y a la réalisation du décor qui est importante, et surtout, les technologies de LED. Nous, la Proten, c'est une LED aujourd'hui qui fait ses preuves, parce qu'en fait, par rapport à plein d'autres marques, c'est une lumière qui est hyper douce. Je sais pas si tu as vu, tu peux la regarder, c'est pas hyper agressif. Par contre, tu as des marques qui font des barres LED uniquement que de blanc. Et bah là, ça te tabasse. J'avais testé. Et genre, les animaux, tu vois, qui sont crispés, ou souvent ils ont des yeux qui sont entrefermés, tu vois. C'est pas agréable. C'est un peu comme tes spots LED, là, tu vois. C'est agressif un peu, là, tu vois. Ça va, mais c'est quand même agressif. Et tu mets ça à un animal, c'est pas, tu vois, il regarde, il fait ça. Hop, punaise, je vois les. Non, mais là, ils se rendent pas compte dans le studio. Ils se disent, ouais, on les voit bien et tout, ils sont lumineux. Mais en fait, là, on a deux lumières dans la gueule. Mais comme jamais, quoi. Et la prochaine fois, je viens avec les lunettes de soleil, je te préviens tout de suite. Il faut pas infliger ça à vos lézards, en tout cas. Donc, en fait, souvent, faut pas se dire que les marques se font de l'argent sur votre dos. Bon, après, il faut qu'on vive aussi, mais on réfléchit vraiment au produit. Et par exemple, la Proten, c'est un produit qui marche bien, surtout chez les Gonocéphalus, par exemple, parce que ces animaux qui vivent dans les sous-bois, qui ont besoin d'une lumière qui soit pas trop agressive. Et par filtrer, mettez des plantes, les gens, mettez des plantes. Oui, c'est ça. Et par exemple, je dis pas le contraire, les panneaux LED, que tu achètes chez Leroy Merlin, ça marche bien sur des désertiques. Tu peux mettre ça sur des uromastiques, sur des sauromalus, des lézards qui ont besoin que ça tabasse. Là, c'est intéressant. Mais par exemple, sur plein de petites espèces comme ça, non, faut pas le mettre. Et selon aussi les mutations de tes animaux. Par exemple, moi, je connais des gens là qui étaient venus me voir parce que j'ai aussi un iguane albinos, tu vois. Ils me disent, ouais, je comprends pas. Depuis que j'ai mis le spotlight de chez Reptile System, mon animal, il va pas bien. Ouais, mais le spotlight n'est pas fait pour, par exemple, des albinos parce que ça éclaire très très fort, ça agresse l'œil, et ces animaux, déjà qu'ils voyaient pas grand chose, alors tu leur mets un truc qui leur éblouit la gueule, je dis mais ils voient plus rien. Non, mais après il faut faire des zones d'ombre, des cachettes et tout, mais franchement le scaping du terrarium, moi je trouve que c'est quand même extrêmement important. En plus les plantes, allez voir Clément Pigot chez Reptilis, il a des conseils plantes de malade, c'est un expert. Moi perso il m'a complètement guidé dans toutes les plantes que j'ai installées. Ah mais t'as vachement bien guidé. Ouais, tu vois, c'est une catastrophe. Mais on fera des vidéos sur les plantes, je pense, et sur la nécessité de scaper les terrariums. Moi, pour moi, c'est extrêmement important. Voilà. Surtout sur les arboricoles, puis tu le vois, ils vont se cacher, ils sont pas tout le temps en pleine lumière, ils sont. Voilà. Mais après, pour revenir sur le Gonocéphalus, c'est des lézards qui sont super cool. Super cool, c'est sympa. Moi, j'en aurais pas, parce qu'aujourd'hui, c'est pas ce qui m'intéresse. Pas forcément au niveau de la taille, mais c'est pas un lézard, franchement, qui me donne envie aujourd'hui, même si je trouve ça très très joli. Ouais. C'est juste parce que. Comme je t'ai dit, acclimater, c'est assez compliqué. Moi, je parle de la règle des 3 mois. Ça, tu connais cette règle-là. Maintenant, je te l'ai dit plusieurs fois. Où en fait, c'est 3 mois décisifs quand tu achètes ce genre d'animaux. Où du jour au lendemain, ils vont très bien. Et arrivé au 3e mois, tu sais pas pourquoi ils meurent. Tu reviens, il est claqué. Il est claqué. Et tu pleures. C'est ça, tu pleures. Donc c'est pour ça aujourd'hui que j'ai pas envie de faire ce genre de lézard, parce que ça peut être quand même porteur de pas mal de choses, comme c'est des imports. Et moi aujourd'hui qui ai des animaux de grosse taille que j'ai acclimatés, qui font super bien, à me porter une bête comme ça au sein de l'élevage et de me dire je peux apporter un élément pathogène, oh punaise, ça y est, moi je vais péter le micro. Jason sûr. Et donc j'ai pas envie d'apporter un élément pathogène, tu vois. Ouais, ça marche. Mais en tout cas, c'est super beau. Les looks, les Caméonitus et tout, c'est super beau. Même l'Acanthosaure, tu vois, qui est super cool. Les Acanthosaura, c'est un tu autre prends Nataliae, choses comme ça, c'est des animaux qui sont super beaux, avec des dimorphismes qui sont top. Non, c'est cool. Puis même l'incubation, c'est intéressant. Avec, c'est la recherche là pour le coup. Ouais, c'est la recherche. Mais c'est ça. J'en ai chié. Ouais, mais c'est ça qui va être marrant, c'est que tu as du challenge. Tu vas pas dire, tiens, je pose mes œufs, je reviens dans 3 mois, les mecs. Ça va. Et c'est bon. Et non, faut faire vraiment des chutes de température, des montées, des choses comme ça. Il y a des tests à faire en fait. T'es obligé d'expérimenter. Il y a pas de documentation là-dessus. Et c'est pour ça que ta femelle elle fait pas 2 œufs, quoi. C'est ça qui est marrant. C'est que là faut séparer tes œufs, utiliser différents substrats, un substrat plus acide, plus dur, plus calcaire, choses comme ça, différents types d'incubation. Faut tester plein de choses. Bah écoute, ce que je te propose, tantôt on passe chez toi, on visite tes installs, on fait une vidéo de fou furieux avec tes installs de fou furieux et tes animaux de fou furieux. Si tu veux. Ok. Et pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. On va dire un gros force à vous à tout le monde là. Ça marche. À bientôt les gens. Ouais, à bientôt et doucement sur la branlette. Il est con. C'est quoi cette fin de con? Il est complètement con lui.